Vous pouvez rentrer dans le mental de quelqu'un, par exemple au moment où il s'endort, vous lui injectez une phrase, il croit l'avoir pensée lui-même. Imaginez que vous avez des pensées qui ne peuvent ne pas être issues de votre production intellectuelle. C'est une sacrée douleur pour l'ego et toute votre formation intellectuelle, justement. Donc vous entrez, alors comme les gens ne savent pas, vous comprenez, pour ceux qui savent, c'est un pouvoir incroyable. Donc vous entrez dans la psyché d'une personne qui est en train de penser un machin, vous injectez une phrase, la personne, si ça correspond à tout ce qu'elle a fait, elle va se mettre à penser autour, et comme ça, vous allez faire tomber plein d'informations. Bonjour Pierre-Gilles Pellin Bonjour, bonjour Ying, et bienvenue dans l'émission Esprit français. merci. Et est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter pour nos publics qui ne vous connaissent pas? Oui, alors je suis né en 1962. J'ai fait l'Institut d'études politiques de Paris, puis ensuite un troisième cycle de banque finance. J'ai commencé ma carrière en fait plutôt dans la communication, notamment la communication financière de sociétés du CAC 40, dont j'étais conseil en fait au moment de la dématérialisation des marchés financiers. Puis ensuite, je me suis orienté davantage vers l'édition. J'ai travaillé pendant 7 années chez Gallimard comme éditeur. Je suis devenu auteur d'ouvrages spécialisés dans l'écologie chez Erol. Ensuite, tout parallèlement, disons que je me suis orienté vers la construction de maisons écologiques en bois. Je suis devenu maître d'œuvre, ingénieur également. Et parallèlement, ce qui n'est pas dit dans cette biographie, c'est que, en fait, assez tôt, j'étais confronté au phénomène OVNI. Si vous voulez, j'ai toujours été intéressé par ce phénomène, mais simplement, je n'en parlais pas parce que j'avais comme souci de ne pas être décrédibilisé en réalité par rapport à mes autres activités. Mais j'ai commencé à peu près, mais même j'ai des souvenirs qui me restent dans mon enfance d'objets que j'ai vus. Et j'ai commencé, disons, une activité d'enquête sur le terrain quand je suis arrivé en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, où ce phénomène, en fait, est très courant. Euh, Quand je dis courant, c'est qu'on en voit vraiment assez facilement si on veut bien se prendre le temps et la peine de regarder le ciel, si vous voulez. Parallèlement à tout cela, on va dire, je me suis découvert un don perceptif, en fait, ce qu'on appelle un don de voyance, qui n'est pas très reconnu en France et dont j'avais tendance évidemment à ne pas parler parce que en fait l'écosystème médiatique et scientifique en France est tout à fait réticent à ce qu'on parle de ça. Alors quand je vous dis un don de voyance, en fait voyance c'est simple, hein. Vous entendez où vous voyez sans être directement face à la personne. Alors ça peut être des échos verbaux en fait, hein, que vous entendez dans un certain état modifié de conscience, en repos ou pardon, avant de se coucher ou en se réveillant, ou des rêves que vous faites. Ou moi, ce que j'avais beaucoup, c'était de la kinesthésie de la sensation de mes interlocuteurs. C'est-à-dire qu'en fait, en réciproque, leur état émotionnel s'imprimait en moi. Ce qui fait que s'ils étaient en colère, je le sentais. Alors par exemple, en colère, j'avais un vertige. Vous voyez. Alors au début, je me suis dit, mais enfin, pourquoi t'as des vertiges dans certaines occasions, etc. Il faut pas avoir consulté un médecin. Et en fait, je me suis aperçu que c'était corrélé en fait à un état de perception en fait des émotions des autres. Quand je tombe amoureux d'une personne, c'est vraiment si c'est un amour ou une attirance vraiment très forte, là vraiment je l'entends en fait.
Cette télépathie, je m'en suis aperçu en la développant peu à peu que je l'avais même depuis mon enfance. Vous voyez, j'avais la faculté de tomber en état modifié de conscience et à me mettre en fréquence cérébrale à peu près là où il faut, c'est-à-dire à la frontière alpha-theta. Si on résume, vous êtes constructeur de maisons bio et vous avez ce pouvoir, en fait, ce don de visionner à distance et aussi la télépathie. Et aussi, je sais que vous avez l'occasion de travailler avec l'armée, la DGSE, de manière périphérique au sujet justement des ovnis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est les ovnis, la télépathie et le harcèlement électromagnétique. Donc on va maintenant arriver sur le côté armé, si vous voulez, euh, et service secret, moi, si vous voulez. Moi, du coup, cherchant des informations sur le sujet, je vais m'intéresser à l'écosystème autour des ovnis. Et c'est à ce moment-là que naissent plusieurs petites associations qui veulent donner une lettre, un statut de noblesse à ce sujet, si vous voulez, le faire sortir de l'ésotérisme. Et je pense notamment à l'INRES, à l'IRIS, etc., qui organisent notamment des sessions de formation autour de l'intuition et du développement de la télépathie. Selon des protocoles qui ont été mis en place dans les années 70 à travers d'abord par le renseignement américain en coopération avec l'université de Stanford, qui est toujours active sur le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un énorme écosystème, enfin pas énorme, un écosystème marginal sur le sujet, mais avec des noms connus, comme la fac de Stanford, mais il y en a d'autres aux États-Unis. Donc il y a des protocoles de ce qu'on appelle le remote viewing, la perception à distance, qui sont établis dans un aller-retour entre scientifiques et visualisateurs doués et voyants doués dans l'armée américaine. Et moi, et c'était pas intégré dans la chaîne de renseignement à la française. Ils avaient pris conscience dans les années 1930 qu'on pouvait utiliser la voyance pour faire du renseignement. D'autant, et puis après guerre, il y avait aussi beaucoup de policiers des renseignements généraux qui suivaient le milieu ésotérique et qui, par goût, par intérêt, parce que quand vous choisissez votre affectation aux renseignements généraux, vous allez plutôt vers des trucs qui vous intéressent déjà culturellement. Donc, si vous voulez, ils avaient pris conscience des possibilités de renseignement de la voyance assez tôt. Mais d'ici à formaliser un groupe uniquement dédié à cette recherche, il y avait quand même un pas qu'il fallait franchir. Et ce pas, il a été franchi assez précocement aux États-Unis dans les années 1970 par la création d'un groupe qui s'appelait Stargate, qui a eu des diverticules, des noms un petit peu différents. Moi, je rentre dans cet écosystème à la française et sans m'en rendre compte, je commence à croiser pas mal d'espions, de gens du renseignement qui s'intéressent en fait au sujet. Et il y a une espèce de climax à tout ça qui, en 2011, il y a une partie des espions américains, et même le plus génial d'entre eux, qui s'appelle Joseph McMoneagle, qui débarquent. Alors les espions américains de Stargate ou liés à Stargate, qui a continué en fait après 1995 malgré ce qui a été dit, débarquent en groupe de 3-4 avec un ufologue très très connu qui s'appelle Jacques Vallée, très connu, reconnu, et lui un scientifique d'origine, avec un gars avec une œuvre énorme de travail sur le terrain. C'est pas un compilateur de livres. Et là, il nous enseigne la perception à distance. Et puis là, il y avait plein d'espions de la DGSE. Et ça faisait beaucoup pour eux parce qu'ils comprenaient pas trop pourquoi j'enquêtais sur le terrain en fait en brocéliande autour du camp de Saint-Cyr.
Ils comprenaient pas ce que je venais faire dans des symposiums où eux-mêmes ils étaient à titre de formation, sachant qu'à peu près dans les années 2010, ils ont créé en France un groupe de remote viewers ou de perceptifs pour le renseignement et dédié en grande partie à la quête de renseignements sur les ovnis. Parce que en fait, on s'était aperçu, quand on est dépourvu de préjugés, comme on l'est souvent dans l'enseignement, hein, et comme le sont certains scientifiques qui n'ont pas peur pour leur carrière, que les interactions entre les ovnis et les gens qui les voient se font souvent sur le mode télépathique et par des rêves souvent, etc. Donc à partir du moment où ils se faisaient sur le mode télépathique, vu qu'ils étaient suivis par des gens à l'heure actuelle, à ce moment-là, c'était plus les renseignements généraux, mais c'était la DCRI qui est devenue ensuite la DGSI, qui est contre-espionnage. Euh, eh bien, on allait tout simplement, il fallait se mettre sur le mode télépathie pour étudier les témoins, essayer d'en faire venir certains, essayer d'avoir des informations sur un phénomène qu'on ne comprenait pas, qu'on, dont, on, dont on connaissait l'ampleur, mais qu'on ne comprenait pas. Donc, c'est à ce moment-là que moi, je commence à être sollicité pour un recrutement, en fait. Donc, on en est. Alors après, il y a toute une autre série. On est en 2013. Il y a toute une série d'incidents vraiment très très curieux qui se produisent. Et finalement, je vais accepter de travailler en session avec eux, mais ça va se faire d'une manière, comme vous disiez tout à l'heure, vous en périphérie. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez tout à fait organiser une session télépathique. Alors, il faut expliquer comment fonctionne le truc. Vous avez, quand votre télépathie tout seul, même si vous êtes un peu doué, moi je considère que je suis un peu doué, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi, vous n'êtes pas forcé. Le mieux, c'est de se mettre en groupe. Quand vous êtes en groupe de petits télépathes surdoués, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des conversations à distance avec un autre télépathe, vous pouvez le faire. C'est bien plus, c'est encore plus intégrant qu'une conversation comme celle qu'on a en vis-à-vis. Parce que vous êtes à la fois dans la parole, dans l'audition, mais aussi dans la perception de l'émotion de votre interlocuteur. C'est très complet en fait. C'est beaucoup plus complet que nos modes d'échange actuels. Mais le mieux, c'est d'être en groupe, parce qu'il y a une espèce d'émulation globale qui se produit, et les uns voient des trucs que vous voyez pas. Enfin bon, et c'est absolument hallucinant d'être plongé dans une session comme ça. Ça vous donne une ouverture qui est c'est comme si vous entriez comment dire la maison des merveilles dans Alice, quoi, dans l'univers d'Alice. Enfin, vous ouvrez un arbre et Mhm. sous cet arbre il y a un univers complet. C'est ça, hein, la télépathie en groupe. C'est un truc mais fusionnel, interactif. C'est énorme en fait. Mhm. Est-ce que le service du renseignement, il recrute justement des personnes qui ont ces capacités, cette capacité de la télépathie donc, il recrute ces personnes comme vous, en fait, mais pour des missions spéciales comme OVNI ou d'autres, c'est ça? Alors, on considère qu'il y a à peu près 1% des gens qui ont vraiment des dons exceptionnels. Donc, si vous rapportez 1% à 200 000 personnes dans l'armée, ça fait à peu près 2000 personnes qui sont recrutables dans l'armée. D'autant plus que souvent dans les forces spéciales, parce que c'est devenu maintenant sous l'acronyme force spéciale. Mais souvent dans les forces spéciales, vous avez des gens qui font beaucoup d'arts martiaux
et qui sont très très à l'affût de leur intuition, de leur énergie. Ce qu'il faut voir, c'est que le que la culture, euh, c'est quand même un mélange de techniques à l'occidental. Donc il y a médicaments, etc., mais voire des casques un petit peu d'amplification cérébrale. On utilise les micro-ondes pour stimuler les zones en fait de la perception. Donc il y a une armature technique hein, derrière. Et puis souvent, c'est des gens qui ont la vision opérationnelle qu'ils ont de leur métier est très proche en fait du zen ou de l'acupuncture ou des énergies un petit peu vues à la manière orientale. Si vous voulez, ils font une synthèse un petit peu de tout ça. Ce qui ne facilite pas, quand on en parle à l'extérieur, la crédibilisation de vos propos, évidemment, parce que la médecine occidentale et la science occidentale se sont créées par une expérience matérielle et la mesure. Mais il faut oublier, il faut dépasser ça, parce qu'en fait, de la mesure, ils en font aussi, si vous voulez. Donc ils ont dépassé ces espèces de clivages, de pseudo-clivages. Mhm. Et est-ce que ce que eux ils veulent que vous fassiez, c'est l'espionnage télépathique? Alors eux, oui. Alors eux, ils considèrent en fait, je sais pas, à tort ou à raison, parce que moi, je suis attaché à la preuve. Ils considèrent en fait à ce moment-là que j'ai une interaction avec un personnage dans le monde entre guillemets ovniesque. Et que j'ai une interaction avec l'un d'entre eux, ce qui n'est pas inhabituel dans le monde des gens qui ont des interactions avec les ovnis. Après moi mon expérience je suis arrivé à la surmonter, je me suis mis à rencontrer des gens dans le monde de l'ufologie qui rapportaient des liens avec certains personnages dans ce monde ovniesque, je veux dire. Vous voulez dire, ces personnages, c'est des on peut comprendre, ce sont des extraterrestres? Il y a beaucoup de théories qui circulent, qui sont oui, mais alors ils viennent d'une autre dimension, mais ce ne sont pas vraiment matériels. Enfin, en fait, ils sont matériels. Donc, ce sont des gens hein, comme on peut toucher. Il n'y a pas, semble-t-il, de fossé biologique entre nous et eux, en ce sens où ils n'ont pas des virus qui nous transmettraient ou qu'on leur transmettrait qui posent problème. Et des corps ont été récupérés et disséqués. Donc, on a des rapports de dissection extrêmement sérieux. Alors, tout ça, tout ce contexte très factuel, parce que là, quand on parle d'une relation avec un personnage ovniesque, ils sont dans les ovnis. Je vous Mmh. parle de quelque chose qui est mon témoignage personnel, mais je peux pas le corroborer. Ça n'a pas une causalité certaine, on va dire, comme on le dirait en droit. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé les données techniques, matérielles, matérialisantes, prouvées, prouvantes, etc., dans un bouquin. Je me permets de vous le montrer, mais qui en fait qui regroupe un cycle d'articles que j'ai mis sur mon blog de Mediapart qui s'appelle les OVNI Papers. Et je l'ai regroupé dans cet ouvrage hein, qui s'appelle les OVNI Papers. Vous avez un substrat matériel vraiment au sujet et à ce que je vous dis. Donc ça, c'est fondé, mais surfondé, hein, je veux dire. Ce que vous, en fait, cet, personnage, c'est le même l'apparence que nous ou c'est Alors totalement non, non, différent? sont pas tout à fait la même apparence. Euh, euh, bon, on en a fait quelques dessins. Mmh. Je peux vous les montrer. Alors, il y a tout un bestiaire en fait qui existe. Et nous, on s'est concentré sur ceux
qui revenaient de la manière la plus fréquente. Mhm. Et alors notamment en matière de technologie, parce que souvent les formes, malgré tout ce qu'on peut entendre de ci et de là, souvent les formes reflètent la civilisation, si vous voulez. C'est pour nous les trois personnages principaux qu'on a été amenés à voir. Alors, par exemple, D'accord. eux ont été retrouvés comme corps, en fait, après un crash à Roswell, qui n'est pas du tout une légende. Alors, ce crash n'est pas du tout une légende, hein, je précise. Mhm. Eux ont été vus, par exemple, par des gens qui avaient été enlevés. On voit ces personnages. Donc, c'est un premier Mhm. groupe de personnages, mais qui semblent être associés. C'est ce que Euh, vous avez visionné aussi. Ça correspond à Moi, ce que c'est ce vous que avez j'ai vu. visualisé, oui. Et on a des interactions télépathiques avec eux. Mhm. Ça, c'est une autre grande catégorie. Je le mets comme ça vous aidera. Rien à voir. Donc eux, c'est plutôt aviaire. Ils ont des jambes qui sont pas comme ça, mais comme ça. Et ils sont impliqués dans une affaire d'enlèvement l'enlèvement d'Aravilliers le 10 janvier 1998, qui est célébrissime. Il y a même un contre-amiral qui a enquêté là-dessus et qui a écrit en fait à la suite de ses déductions à Nicolas Sarkozy pour qu'il amplifie la recherche sur les moyens. Parce qu'il y avait, sur les 5 enlevés, il y en avait 3 qui avaient été accrédités secret défense et qui travaillaient à Daverny ou sur les missiles. La question, c'était comment ils avaient été ciblés pour être enlevés à l'heure où ils se rendaient ensemble à un rendez-vous de chasse. Vous comprenez Vous comprenez quel point ça devient fou, ce truc-là. Parce que la télépathie, en effet, ça vous permet de cibler où sont les gens, hein, et d'entendre ce qu'ils disent. Puisque moi, j'ai participé à une session d'écoute d'une personne comme ça. Donc, eux, ils ont cette tête. Beaucoup moins sympa. Enfin, beaucoup moins sympa. C'est ce que nous, c'est ce qui est rapporté par les abductés de 1998, et on les reverra dans une autre circonstance. Mais là, on les aura qu'en visualisation à distance. Les ovnis, c'est-à-dire les extraterrestres, ils enlèvent des gens, ils ciblent des personnes, c'est-à-dire ils enlèvent pas n'importe qui, c'est ça, ils ciblent pour. Alors, on va le faire en deux étapes si vous voulez. Mhm. L'écoute télépathique. Alors, l'espionnage télépathique, on va dire. Là, c'est quelque chose de très facile à faire. Euh, Chaque personne sécrète un endroit sur sa tête, sur son corps, qui le caractérise, qui est un espèce d'affaiblissement électrodermal à un endroit, qui peut être repéré par un test électrodermal. Donc quand on connaît Mhm. cet endroit qui s'appelle la signature, vous avez une signature, et si je me concentrais sur je l'apercevrais, et vous percevriez ma signature. Quand on connaît la signature, mais on peut le faire sans la connaître, mais quand on la connaît, on se branche sur la signature de l'autre personne, elle apparaît sur votre tête, et vous entrez à ce moment-là dans la psyché de la personne et vous l'entendez penser. Mais non seulement vous l'entendez penser, mais vous ressentez ce qu'elle ressent. Alors si elle est dans un état de panique, il est fort probable que le viewer, que le remote viewer, que l'espion perceptif entre lui-même dans un état de panique. C'était un des grands problèmes limitatifs du projet Stargate. Il fallait que l'espion il se retire pour retrouver son calme et revienne Mhm. ensuite. Et c'est tout est bon. Donc on entend parfaitement. Donc l'idée d'espionner les ovnis, c'était d'identifier pour eux. Bon, au départ, moi je l'ignorais, hein, parce que moi j'étais plutôt là en tant que source. J'étais pas là en tant qu'agent. C'est-à-dire j'étais pas payé, j'avais pas un statut officiel. Et c'est ça qui a posé des problèmes et qui fait qu'aujourd'hui je parle. Euh, donc eux, leur problème, c'est qu'ils voulaient cibler une individualité dans ce monde des ovnis qui est, on va dire, des professionnels des fausses images, de la création de mondes imaginaires ou illusoires, etc. Parce que
C'est comme dans Inception, quand vous êtes à des niveaux de télépathie très très grands, vous êtes capable de faire plein de choses. Donc eux, il fallait eux, ils voulaient quelqu'un à cibler, et ciblant cette personne, ils voulaient remonter, faire retomber de la technologie. C'était le but. Donc en fait, ils, Vous voulez dire, c'est pour récupérer, la technologie des extraterrestres, voilà, des de ovnis? ce que vous appelez les extraterrestres. Mais eux, ils se gardent bien d'appeler ça des extraterrestres, parce que si vous lisez les rapports du Pentagone ou toutes les productions des services de renseignement, ils ne mettent pas que ce sont des extraterrestres. Ils disent, ils ne disent pas que ce sont des extraterrestres. C'est quoi alors? C'est plus subtil. Il y a des extraterrestres, mais il y en a qui habitent le système solaire, si vous voulez. Euh, Mmh mh. il faut bien comprendre. Il faut changer son point de vue en fait. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de ces personnes qui, d'après ce qu'on a trouvé, habitent le système solaire de manière générale. En raison de la densité et du nombre d'engins, on a dû se ranger à la conclusion qui était la plus simple, c'est-à-dire qu'ils avaient des implantations souterraines et c'est certainement en dessous du camp de Saint-Cyr, Côte-Quidan. Disons que c'est pas la vision la plus simple à accepter, hein, parce que moi, je dois dire, j'ai mis longtemps à accepter même que culturellement ce soit possible, mais on avait des views, des visions perceptives en groupe de cavernes habitées, enfin d'immenses cavernes habitées, d'immenses cieux souterrains habités. Euh, Sachant qu'après, il fallait valider ça. Ce que je veux bien faire comprendre aux gens, c'est que le maillon voyance ou le maillon perception à distance ou le maillon télépathie dans l'enseignement, ce n'est qu'un maillon de la chaîne du renseignement global. Ce qu'il faut jamais oublier que les gens du renseignement, ce sont des policiers finalement, des policiers dans l'illégalité le plus souvent, mais des policiers. Donc ils veulent être dans la causalité juridique en fait, quelque chose le plus proche possible de la causalité juridique, et ne serait-ce que parce qu'ils veulent faire remonter des informations valides aux décideurs politiques, il faut qu'ils confirment. Donc ce qu'on fait souvent, c'est que quand on a une perception intuitive, on la donne à des aviateurs ou des radaristes qui vont essayer de la confirmer. Si on pense qu'il y a une cavité, on mettra des sismographes et on fera exploser une charge qui va renvoyer des ondes sismiques qui va montrer si oui ou non il n'y a pas une cavité. Dans les endroits qui sont riches en ovnis, on va faire circuler une flotte comme au large de San Catalina par exemple en Californie. On va faire circuler toute une flotte entière avec des bombes nucléaires à bord pour faire sortir les ovnis. Parce que quand les ovnis, il y a de la bombe nucléaire, ils sortent, ils viennent. C'est l'affolement, si vous voulez, pour eux. Et après, on va voir, ils vont sortir de l'eau. Alors, ça, c'est documenté par les rapports du Pentagone. Hein. Je suis pas en train de vous dire oh oui mais attendez ils sortent de l'eau etc. Non, les engins sortent de l'eau, ils rentrent, ils partent vers les étoiles, ils reviennent. Enfin, ils font des virages à angle droit qui sont théoriquement impossibles. Bon, enfin bref. Donc tout ça, c'est partout. C'est en source ouverte. Il suffit de les utiliser. L'espionnage intuitif est une source fermée, mais qui est corroborée par les sources ouvertes. C'est aussi simple que ça, en fait. Mmh. Est-ce que, bah, justement, comme vous dites, DGSE, c'est pour protéger la nation, en fait, c'est pour la sécurité, nationale et est-ce que, ces ovnis, extraterrestres, sont en train de menacer, C'est pas ceux qu'on a observés, c'est pas trop dans leur truc de dominer en fait.
tenir le corps humain. C'est comme il s'intéresse vraiment au corps humain. Leur truc, je crois que c'est de modifier les génomes et de contribuer à une accélération évolutive. D'après moi, ce que j'ai entendu, mais alors là, c'est improuvable, il serait arrivé depuis 40-50 000 ans, parce qu'ils fuyaient une guerre, ils se seraient planqués en fait dans ce système solaire. C'était l'idée, et parce que il y a quand même quelque chose quand même qui est troublant, hein, c'est que quand on cherche des voies dans le système solaire, par rayonnement électromagnétique, enfin tout est silencieux. Et maintenant qu'on a l'idée des planètes habitables, même style Terre, hein, tout est silencieux. Alors, allez, excusez-moi, mais à partir du moment où vous avez un engin volant, vous avez toujours de l'électricité. Donc vous allez toujours tomber sur une émission radioélectrique. Vous allez toujours fonder votre économie, vous allez l'essayer dans le spectre électromagnétique. Toute civilisation industrielle va vouloir émettre des ondes radio. Pourquoi depuis un demi-siècle, le SETI, dont le fondateur est mort en fait récemment, n'ont pas capté de signaux, sauf un machin qu'ils ont appelé Waouh. Pourquoi en fait ce silence de l'univers? C'est curieux. Donc nous, on a dans la perception à distance et la télépathie, on est parti sur l'idée que cette civilisation dont je vous parle, pas les êtres aviaires, hein, avec les gigantesques, avec un bec d'aigle, mais avait eu une catastrophe en fait planétaire qui a fait qu'ils avaient quitté l'endroit où ils étaient pour se planquer, d'où les habitats souterrains. Et parce qu'on peut dire que, puisqu'on les a vus circuler sur Terre, dans les forêts, enfin, il y avait comme des témoignages comme ça, ils sont complètement intégrés à l'écosystème. En fait, ils sont pas incompatibles avec l'écosystème. Alors, autant c'est logique si vous êtes par exemple sur une lune de Jupiter de créer un habitat souterrain sous un océan par exemple d'eau liquide, parce que vous n'allez pas terraformer la planète, c'est beaucoup plus simple d'habiter, et c'est ce que nous on envisage hein, quand on envisage de coloniser, selon l'expression, Mars, etc. On envisage l'habitat souterrain très très vite, même qu'on peut pour la Lune, à cause du rayonnement solaire, des rayonnements solaires. Donc, par contre, c'est pas logique de faire de l'habitat souterrain sous terre alors que vous pourriez très bien marcher à l'air libre. Donc il y a tout de suite eu dès le départ une volonté de se rendre discret et pour pas être détruit. Et il y a quand même dans la voyance, même quand vous n'arrivez pas à prouver parce que vous n'avez pas de preuves, si vous avez des voyances convergentes de gens réputés, parfois voire décorés, etc., qui disent la même chose, vous avez quand même un début de confirmation. Or, il s'avère que ce qui est dit dans le livre Espions et télépathes, j'ai hacké les ovnis, donc qui reprend l'expérience dont je vous parle, enfin, dont je vous donne certains éléments. On était arrivé à l'idée qu'effectivement leur monde avait été détruit, qu'ils étaient partis et qu'ils s'étaient réfugiés dans le système solaire. Et un espion le plus célébrissime qui existe, qui s'appelle Joe McMoneagle, considérait, lui, après des views qu'il avait réalisés sur Mars, et qui étaient des views qu'on a fait également, parallèles, mais sans concertation, que cette civilisation avait un trauma qui lui rappelait le trauma des Juifs après l'extermination par les nazis. Et il disait parce qu'il faut être très très prudent quand vous avez ce genre
de renseignement intuitif. Il disait le renseignement intuitif n'est pas confirmant en soi. Il dit pas si c'est une situation de guerre qui existe, une situation de guerre qui a existé et dont le trauma a subsisté dans les générations. Mais nous, comme on a eu le même retour d'expérience, et que à ce moment-là, on est tombé sur cette autre catégorie d'êtres que après avoir, on a fini par appeler, enfin que moi j'ai fini par appeler les Blackbirds, qui étaient présents dans l'enlèvement d'Aravilliers, etc. Donc c'était une autre catégorie de, vous savez, les 5 personnes, dont 3 accréditées secret défense en 1998, dans un village du Val d'Oise au cours d'un rendez-vous de chasse. Donc je vous ai montré, vous savez, des dessins assez malhabiles, on voit. On les a eus en vision également au moment de l'enlèvement, de la disparition de la MH370 du vol de la Malaysian Airlines en 2014. Et ça, c'était lié aussi à la perception d'un stress post-traumatique. Donc on les a vus 2 fois et on sait qu'ils sont pas amis avec les premiers. Donc on en a conclu qu'effectivement, eux, les Blackbirds, étaient des vrais extraterrestres, mais que les 3 catégories que je vous ai montrées étaient plutôt, on va dire, des solariens, si ce terme existe. Ben, il existe, enfin comme néologisme, il existe, comme terrien, et il existe. Aucune des civilisations dont je vous parle n'est une civilisation non télépathique. Toutes ces civilisations sont télépathiques. En 1998, l'enlevé d'Aravilliers, il rappelle une conversation télépathique qu'il a eue avec une des entités qui l'a enlevé. Moi, j'ai un ami qui a assisté en fait au passage d'un triangle sur Nantes. Et donc l'objet est sorti en fait de son portail au-dessus de l'aéroport de Nantes. Il a fait un demi-cercle au-dessus de Nantes en suivant vraiment très exactement les courbes de niveau. Et il est rentré dans un portail à nouveau après le pont de Cheviré. Bon. Et quand il a voulu prendre son appareil photo pour le photographier, il a une douleur cérébrale tellement violente qu'il n'a pas pu le faire. Ce qui ne nous arrive jamais, nous, avec nos ovnis en Brocéliande. Donc, à partir du moment où il y a une prise de possession en fait cérébrale, parce qu'en fait c'est possible, à un certain niveau de télépathie, c'est possible. Et nous, on l'a vu en tant que groupe de viewers humains, on a vu que c'était facile de manipuler les gens. Parce que et on est par rapport à notre niveau de compétence, il est quand même assez faible par rapport à eux. Je vous donne juste un exemple. Si vous voulez un renseignement et que la personne que vous ciblez n'est pas avertie de la possibilité d'être ciblée psychiquement, écoutée psychiquement, parce que ça se sent. Vous pouvez rentrer dans le mental de quelqu'un, par exemple au moment où il s'endort, vous lui injectez une phrase, il croit l'avoir pensée lui-même, puisque selon le cartésianisme, je pense, donc je suis, et toutes nos pensées sont issues de nos propres pensées. Donc ça, c'est un truc en France, mais dans le monde entier. Imaginez que vous avez des pensées qui peuvent ne pas être issues de votre production intellectuelle. C'est une sacrée douleur pour l'ego et toute votre formation intellectuelle, justement. Donc vous entrez, alors comme les gens ne savent pas, vous comprenez, pour ceux qui savent, c'est un pouvoir incroyable. Donc vous entrez dans la psyché d'une personne qui est en train de penser un machin, vous injectez une phrase, la personne, si ça correspond à tout ce qu'elle a fait, elle va se mettre à penser autour,
Et comme ça, vous allez faire tomber plein d'informations, C'est-à-dire le groupe de perception à de distance, percepteurs à enfin, distance. ouais, c'est ça, percepteur. C'est-à-dire ce groupe de percepteurs, ils ont la capacité de changer la pensée. C'est comme dans le film Inception, c'est-à-dire il Inception, peut implanter une pensée. c'est plus simple que dans le film Inception, en fait. Parce que même dans le film Inception, ils ont une petite technologie qui font ça. Mais enfin, maintenant, les armées ont aussi cette technologie, c'est des technologies d'amplification cérébrale. Et on peut balancer aussi sur la cible un rayonnement électromagnétique qui va la rendre plus vulnérable à l'intrusion. Euh, mais oui, alors, il y a quand même un bémol à tout ça, c'est que vous pouvez entendre ce que dit quelqu'un, vous pouvez générer une pensée, vous pouvez espionner ses pensées, mais quant à changer sa philosophie, sa culture, ça non, vous pouvez pas. Et pour le retourner, il faut l'avoir à sa disposition physiquement. Parce que là, vous êtes capable d'exercer un chantage, etc., ou faire changer ses valeurs. Dans l'emprise, dans l'emprise d'un groupe, dans l'emprise physique d'un groupe de renseignement, vous pouvez retourner quelqu'un, mais vous pouvez pas injecter des phrases qui vont lui changer son idéologie. Parmi les missions spéciales de ce groupe de percepteurs, ça vous arrive de justement essayer de modifier la pensée de la personne ou implanter des autres informations ou récupérer certaines informations secrètes que vous voulez avoir. C'est plutôt, je dirais que c'est plutôt récupérer des informations parce que en fait, vous avez en fait les groupes de viewers, en fait, ils sont pas très nombreux. En France, vous savez, euh, vous avez beaucoup de technologies militaires, mais c'est un peu, c'est pas du prêt-à-porter, c'est de la haute couture. Vous avez 70 canons César, mais vous en avez pas un de plus, et il faut 2 ans pour en faire. Enfin, je caricature. Un obus, pareil, César. Alors du coup, le nombre de viewers en France, il n'est pas énorme. Il doit être au-dessous de 50. Et dans le monde, je pense qu'il ne doit pas y avoir plus de 500 personnes qui font ça dans le renseignement. Donc, euh, donc, il n'y a pas des moyens de... Il y a que des moyens de faire du renseignement, mais il y a d'espionner, mais il n'y a pas... Il faut, pour changer quelqu'un psychiquement, il faut être en nombre, euh, il faudrait que ce soit vraiment un processus qui implique quantitativement des moyens vraiment considérables. Par exemple, le gouvernement aux États-Unis, ils ont déjà confirmé justement l'existence des ovnis et des extraterrestres. Mais pourquoi en France ce sujet est censuré? Alors, je pense que de la part de Donald Trump, il y a eu la volonté, c'est lui qui a donné 6 mois à la fin de son mandat au service secret américain de dire ce qu'ils avaient à dire, de dire tout ce qu'ils savaient sur les ovnis. Donc je pense que de sa part, la volonté, c'était de mettre un peu de semer le désordre dans l'establishment washingtonien. Et puis il y avait une certaine peur identitaire aussi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour l'identité ou la culture humaine, une telle proximité avec... Alors il y a ça, il y a le fait que, comme on arrive à un certain degré de connaissance du sujet, maintenant, il va passer dans l'industrie. Donc, euh, c'est important parce que le reconnaître pour un investisseur, c'est comprendre qu'il va pouvoir orienter son investissement plutôt que dans une propulsion chimique, une autre propulsion. Donc ça, c'est important pour pas faire de grosses erreurs d'investissement. La troisième chose, c'est qu'ils pensent qu'il va y avoir une guerre. Donc en fait, ils comprennent que s'ils commencent pas à le dire maintenant, comme les États quand même ont facilement la possibilité de nous dire complotistes, mais des complots, eux, ils en font tout le temps.
Mais c'est pas leur idéologie, par contre. Mais ils en font tout le temps. Mais il y a un moment donné, s'ils commencent pas à sortir les informations, la parole publique va être complètement dévaluée. Déjà qu'elle n'est pas très évaluée, mais qu'elle est en dévaluation, elle va être encore plus dévaluée. Donc ça, c'est 4 raisons motrices fondamentales. Alors, pour la France, la France, déjà, c'est une démocratie blessée. C'est-à-dire où il y a beaucoup de lois sur le renseignement, le tracking des individus, les écoutes téléphoniques, très facile à faire. Le secret défense a été étendu même aux aspects sanitaires et pourquoi pas à la crise énergétique et à la décision de mettre des panneaux solaires sur les maisons, par exemple. Nous, on a une personnalité comme président, en fait, qui a des traits pervers narcissiques qui sont, pour certains, évidents. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un problème de compétence sociale. Et ça, c'est une de ses collaboratrices qui l'a dit dans un bouquin. Est-ce qu'il a tellement le souci du bien de ses concitoyens pour qui, je sais pas, est-ce qu'il est plutôt Pétain ou plutôt De Gaulle dans un conflit ouvert, est-ce qu'il serait plutôt Pétain ou il serait plutôt De Gaulle? Moi, j'ai l'impression que ce serait plutôt Pétain. Hein. Donc là, on tombe dans un truc militaire, opaque, etc. Le sujet est inquiétant parce que on va dire aux gens, maintenant, vous savez, il y a des bons extraterrestres, mais il y en a des mauvais aussi. Mais ah oui, mais déjà les bons, ils sont un peu inquiétants parce que culturellement, ils font de la télépathie. Ils vous inspirent des notions. Voyez un peu voyez ce que ça voudrait dire pour la société. Et les mauvais, Est-ce que le mauvais, là, qu'est-ce qu'il veut faire le mauvais? et les Il veut vraiment mauvais, détruire, c'est-à-dire utiliser leur haute technologie pour détruire l'homme? détruire l'homme en tant qu'idée, certainement, ouais. Les détruire l'humain en tant que personne, ouais, certainement. Toutes les dictatures veulent détruire l'homme en tant que personne. De toute façon, il y a, à partir du moment où vous voyez un objet qui vole, qui sort de nulle part, en sortant d'un portail, qui va à 10 000 km/h sans onde de choc, qui fait un angle droit qui est impossible, parce que ça veut dire que s'il fait un angle droit sans ralentir, il y a une infinité de jets, donc tout le monde, l'engin comme ses occupants devrait être broyé. Donc s'il n'est pas broyé, c'est qu'il a continué, il a utilisé une possibilité de la relativité générale qu'on ne maîtrise pas, donc avec beaucoup d'énergie, et qu'il n'emporte déjà pas son énergie. Donc déjà, vous êtes, comme scientifique, vous devez être ouvert à l'impossible, la constatation. Si vous ne faites pas ça, si vous n'avez pas ce geste scientifique de constater le réel, vous n'êtes pas un scientifique. C'est ça. Donc, à partir du moment où il y a des scientifiques qui sont assez ouverts, qui voient ça, ils savent que c'est possible, donc ils savent qu'il va falloir qu'on aille chercher au fond, dans l'application de la relativité générale, la chose qui fait qu'il y a un moteur gravitique qui nous permet de faire ça. Donc, comme vous avez de l'espace et du temps, vous avez de la gravité, vous avez du poids, vous avez de la densité, ça veut dire que l'objet, il peut augmenter sa densité. Donc, il contrôle sa chute dans le dimensionnement même, dans l'espace-temps lui-même, si vous voulez, donc il joue avec le temps, il joue avec son temps. Il crée un moteur par compression. Tout moteur, c'est une compression. Donc lui, au lieu de comprimer des gaz, il comprime du temps. D'accord?
En fait, c'est simple. Au lieu de maintenant remonter à l'équation qui montre ça, ça doit être rudement difficile, mais lui il comprime du temps. Donc ça veut dire aussi que les passagers, à l'intérieur, voient leur temps se dilater. C'est-à-dire que l'engin, pour vous, observateur extérieur, il tourne à angle droit, apparemment, sans ralentir, à 10 000 km/h, même plus. Mais pour ces passagers, le temps se dilate, donc ils accélèrent pas tant que ça. Ils font leur tournant bien tranquillement dans la relativité générale, et ils se représentent à angle droit, dans une trajectoire apparente pour l'observateur qui est resté dehors. Sauf qu'il s'est passé beaucoup plus de temps dans l'engin. Et ils n'ont pas été soumis à tant de G que ça. C'est simple. Mhm. En fait, les trucs qui semblent les plus compliqués, souvent, c'est les plus simples. Euh, je donne souvent l'exemple. Quand vous marchez dans l'air, vous avez une densité, vous, en tant que corps, vous avez une énergie potentielle en tant que corps, qui est bien supérieure à celle de la masse d'air que vous traversez. C'est pour ça que vous la traversez. C'est pareil pour l'eau, qui a de l'énergie potentielle, mais en piqué plus dense. Par contre, un mur, ça a beaucoup d'énergie potentielle et c'est très dense. Donc, comme votre densité est inférieure à celle du mur, vous pouvez pas traverser le mur. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez modifier votre densité et à ce moment-là, vous passez dans le mur. Donc, du coup, ça vous pose aucun problème de développer des habitats souterrains sans qu'il y ait des tunnels. On est dans tous ces trucs-là, on est dans l'inconcevable. Alors, on est socialement dans l'inconcevable, pour des êtres qui ont une apparence quand même très différente de nous. Et ça, déjà, c'est un choc culturel. Parce que prenez n'importe quelle personne sur Terre, c'est un choc culturel. Le jour où il voit quelqu'un comme ça devant lui. L'autre choc, ça va être que le télépathe qui va avoir en face de lui va tout savoir de lui. Or, nous, on est structuré sur le mode secret, c'est-à-dire qu'on a plein de petits secrets qu'on croit très importants et qui souvent nous créent plein de névroses, voire de psychoses. Et en réalité, quand on est télépathe, on est très très tolérant par rapport aux souffrances, aux traumas psychologiques des autres. Parce que on sait que c'est hyper relatif et que ça n'a pas lieu d'être. Mais quand vous allez être confronté, vous, en tant qu'individu, qui vous êtes construit et défendu autour d'une névrose, le fait que l'autre va voir votre névrose, vous allez considérer ça comme un viol et un trauma. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que du coup, tout ce que vous dites en fait, justement, tout ce qu'on a déjà découvert, est-ce que c'est-à-dire tout ça, on peut remettre en cause notre science? Et en fait, elle a besoin d'être approfondie, mais de pas être remis en cause. Ce qui, par contre, a besoin d'être remis en cause, c'est le scientisme. C'est la croyance en la science matérialiste et matérialisante. Et les a priori qui vont de cet environnement qui est soi-disant rationaliste, qui vont donc de la science, qui passe par les médias, et qui fait qu'on a un rendu final qui est lamentable euh, et qui nous empêche d'évoluer. Comment dire, c'est tellement vaste comme sujet que ceux qui sont actuellement à l'œuvre dans la divulgation US, ils disent bon, il faut pas être compliqué. On va dire aux gens qu'on observe des engins non humains. Et c'est tout, on va pas leur dire plus. Alors, publication, très bonne couverture média aux États-Unis, New York Times, mais d'autres hein, qui valident leurs sources. Ça passe en France, les mêmes articles. Donc les types ont le rapport du Pentagone. Donc les journalistes, ils vont faire un travail qui est même pas un travail d'enquête, qui est un travail de relecture, et même pas un travail de relecture, un travail de mauvaise relecture. Parce qu'ils savent déjà que les ovnis, ça n'existe pas. Ça devient, en fait, la divulgation, elle tombe dans une espèce de poteau noir culturel, et puis où les gens sont incompétents, pas curieux,
vérifient pas leurs informations. Et quand on dit, parce que ça m'est arrivé, moi, bon, j'ai vérifié ceci, mais ça, je l'ai pas vérifié. Vous vous faites traiter de complotiste. Ça, c'est le mot à la mode. Terminé. Ça conclut le débat. Et si vous voulez sortir du débat, ah oui, mais attendez, secret défense. Ce qui se passe au-dessus du camp de Saint-Cyr, Couët-Quidan, et dedans surtout, c'est secret défense. Attention. Et puis alors, si vous dites oui, mais les ovnis existent, ah ben, la France a quand même bien avancé sur le sujet puisque nous avons le GEPAN, petite antenne du CNES qui est censée recenser les ovnis. Mais le GEPAN ne vous dit pas que c'est extraterrestre, donc ce ne sont pas des ovnis. Alors Jean-Pierre Petit, devenu le spécialiste du crachage méthodologique du GEPAN. Mais sauf que le GEPAN, d'abord, c'est pas parce que c'est pas extraterrestre que c'est pas des ovnis. Alors déjà, faut sortir de là. Mais en plus, le fondateur du GEPAN, Claude Poher, il m'a écrit que lui, il était convaincu que c'était extraterrestre. Donc en fait, que c'était des ovnis. Enfin bref. Donc en fait, en gros, le GEPAN conclut qu'il ne sait pas ce que c'est, que pour 3,5% des cas, il n'y a pas d'explication. Donc s'il n'y a pas d'explication, c'est qu'il n'y a rien. Et alors le problème au niveau global, c'est la dévaluation de la parole publique, c'est la dévaluation même de l'idée démocratique et républicaine, c'est antipatriote, c'est nous empêcher de nous préparer à quelque chose. Donc, ça va contre la charte même de l'environnement et même le principe de précaution, tout simplement. C'est nous mettre nos vies en péril, nos vies en tant que société en péril. Parce que s'il y a effectivement des composantes invasives, et il y a une composante invasive, c'est indéniable. Indéniable. On pourrait en reparler, mais c'est indéniable. Lesquels Ben, expliquez-moi pourquoi il y a autant de triangles noirs sur les villes et leurs banlieues la nuit. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Et on en a recensé des milliers, en fait. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Je veux dire, c'est pas du tourisme. Donc c'est quoi? Donc c'est pas une invasion. Ils étaient pas là il y a 100 ans. C'est stricto sensu, c'est une invasion. Puisqu'en fait, ils sont dans votre espace aérien, donc ils sont dans votre domaine territorial. Donc ils se foutent de votre souveraineté comme de l'an 40. Et surtout qu'ils ont été observés au-dessus de Lyon, mais un peu partout. Au-dessus de Lyon, qui est à côté du mont Verdun, qui est le centre de veille géospatiale. Donc ça veut dire que les gens du centre de veille géospatiale, ils savent très bien qu'ils sont là chaque nuit. Ben, on a au moins parlé d'un type d'extraterrestre qu'on retrouvera toujours contre nous et auteur et fauteur de troubles sociaux, parce qu'il y a intérêt dans cette théorie. Et on trouvera un autre type qui, lui, crée plutôt du lien dans cette théorie. Maintenant, ce qui fait qu'elle est plus ou moins une théorie, c'est ce qui va se passer maintenant. Moi, si vous voulez, je rapporte ça comme théorie. Je rapporte une pratique opérationnelle de la télépathie dans un groupe de renseignement. Une fois qu'on a compris cette pratique opérationnelle, ce qu'elle signifie au niveau biomédical, mais pas seulement au niveau information, on peut envisager ce que sont des civilisations non humaines qui, elles, ont développé leur télépathie à un point très fort, parce qu'elles ont développé leur encéphale à un point différent. Comme Homo sapiens, dans sa dernière version, a développé son encéphale à un point différent, avec un arrondi notamment, etc.
enfin bon, il y a eu beaucoup de changements dans l'encéphale d'Homo sapiens au moment où la culture, la musique, les grottes peintes sont apparues. C'est aussi à peu près le moment où, semble-t-il, le chamanisme apparaît. Ou se développe, je sais pas. Peut-être que Néandertal, il faut pas dire qu'il était si con, etc. Mais en tout cas, avec Homo sapiens, tout ça a atteint un degré de précision, mais qui est sans équivalent. Regardez les dessins de taureaux dans la grotte de Cosquer, par exemple. Ils sont aussi bien que ce que ferait un dessinateur aujourd'hui. Aussi bien. Et quand on va dans cette grotte, en se mettant à certains points, on peut faire de la musique. On a toute la gamme sur les stalagmites et les stalactites, et plus les résonances en certains endroits. C'est des endroits qui vont vous ouvrir à la perception à distance. Imaginez, vous éteignez tout, vous laissez juste une petite lumière, ces grottes, et vous mettez un état modifié de conscience là-dedans. C'est des machines à connaissance. Vous voyez? Plus vous faites une décoction d'ayahuasca avant, et là vous allez visualiser la double hélice de l'ADN. Sauf que vous ne saurez pas que c'est la double hélice de l'ADN, et que vous allez, et ça va se retrouver en finale dans le cas du C des pharmacies aujourd'hui. Vous voyez, euh, tout ça, enfin, c'est vraiment l'aventure de la connaissance. Il y a, c'est très, moi, il exprime un langage secondaire, un langage tertiaire sous forme d'images, de métaphores, de perception, mais dessous, il y a un langage primaire. Et la réalité du monde ovni, elle est dans ce langage primaire. Mais pour comprendre ce langage primaire, il faut oublier en fait ce qu'on croit savoir en tant qu'humain. Parce qu'en tant qu'humain, on a été formaté par une approche, disons, bloquée de ce qu'est la science. On a oublié Descartes en disant qu'on était cartésien. On a réduit Descartes à la bêtise de ses a priori. Et c'est des a priori culturels qui sont devenus a priori culturels de masse. OK. Et quel message parce que vous êtes en communication avec, enfin, télépathie, et quel message que vous avez reçu? Alors, déjà, premièrement, en contact. C'est mon témoignage. Donc moi, je dis pas que je suis en contact. Je rapporte certains faits. Voilà. C'est à vous de le dire, et en l'occurrence, la preuve reste à faire. Alors maintenant, d'après ce que moi j'ai pu entendre, effectivement, ils pensent qu'on va droit à une apocalypse et qu'on est vraiment à la limite et que dans les, ça va très vite basculer maintenant. On a, moi je suis pas le seul à dire ça. D'autres personnes que j'ai croisées et qui disent être en contact, donc je dis toujours qu'ils disent être en contact, on reliait toujours ce message d'une catastrophe imminente.